et 2006. L'invité principal est Genaro Garcia Luna. Denise Marker met en cause, document à l'appui, la date de l'arrestation de Florence Cassé et d'Israël Vallarta. La journaliste détient le procès-verbal rédigé par les policiers qui ont arrêté Florence Cassé et Israël Vallarta. Il est daté du 8 décembre 2005 à 10h30 du matin, ce qui prouve que les images tournées le 9 décembre à 7h du matin sont une reconstitution pour la télévision. Le chef de la police est obligé de le reconnaître. Il se défausse sur les médias et les accuse d'être responsables de ce montage. La reconnaissance de ce simulacre d'arrestation est essentielle pour la défense de Florence Cassé. Une autre mauvaise surprise attend Genaro Garcia Luna. L'appel en direct de Florence Cassé depuis sa prison. Dígame, adelante, Florence. Adelante. Dígame. Bueno. Sí, ¿tiene algo que decir? Sí. No fue arraigada el 9. Eso es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, el 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita dentro del rancho. Florence Cassé va payer très cher ce coup de téléphone. Devant des millions de téléspectateurs, elle a humilié le chef de la police fédérale, l'homme tout puissant du pays. Un mois après, en mars 2006, elle est transférée dans l'une des prisons les plus dures du Mexique, Santa Marta. Vous êtes enfermé 24 heures sur 24, pas de vue sur l'extérieur puisque les fenêtres sont fermées, sont couvertes d'une pellicule noire. Et pendant 3 mois, aucun contact avec l'extérieur, c'est terrible. Nous avons rencontré 3 témoins essentiels. Ils accréditent la déclaration d'innocence de Florence Cassé. Ces témoignages n'ont jamais été retenus par le juge en charge du dossier. Comme ce couple de restaurateurs établi non loin du ranch, Alma et Angel, qui recevaient quotidiennement Florence Cassé et Israël Vallarta. Alors, ça s'est passé le 8 décembre. C'était un jeudi, parce que le jeudi, je vais à la centrale d'achat. Et ce jour-là, un chauffeur de taxi me rendait le service de m'y emmener. Bref, quand on est revenu, j'ai proposé un café au chauffeur du taxi. Je lui ai dit, vous voulez un petit café? Il me répond d'accord. Et c'est là que Florence est arrivée. Elle me disait toujours bonjour. Alors elle vient me voir, elle me fait la bise, elle monte les marches, là. Et elle va s'asseoir. Au bout d'un moment, Israël passe dans une camionnette blanche. Florence monte avec lui, ils s'en vont. Comme je venais de payer le chauffeur de taxi, il est parti presque en même temps, juste derrière eux. Plus tard, ce soir-là, quand il est rentré chez lui, après sa journée de travail, le chauffeur de taxi me téléphone et me dit « Votre amie, la jolie fille », puisqu'il la trouvait très jolie. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ce matin, dans le virage, en bas, elle s'est fait arrêter par des hommes en voiture particulière. Ils l'ont fait monter dans une voiture. Et l'homme avec qui elle était, ils l'ont fait monter dans une autre voiture. Il m'a demandé, peut-être qu'ils ont été enlevés. Je lui ai répondu, je ne crois pas, sinon je serais au courant. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Angel était depuis plusieurs années l'homme à tout faire d'Israël Vallarta. Il possède encore une clé du ranch. Moi, ils ont gagné ma confiance. Et comment dire, ils m'ont donné cette clé, vous voyez? C'est la clé du ranch. J'y suis toujours allé à n'importe quelle heure, quand ça me chantait. J'y allais quand je voulais. Oh, il n'y avait rien de particulier. Dans un village situé sur une colline en face du restaurant, nous rencontrons Monica. Elle parle pour la première fois à des journalistes. À l'époque, sa maison était mitoyenne avec le ranch. Le ranch est de ce côté, là-bas. Vous voyez où il y a tous les arbres? Là où il y a la maison jaune?
Le ranch est derrière. Et moi, j'habitais à 100 mètres de ce côté-là. J'habitais juste à côté du ranch et je passais tous les jours devant. La veille du jour où Florence et Israël ont été arrêtés, je suis passée devant justement pour aller faire des courses. Et j'ai vu qu'il y avait du mouvement. Des gens qui sortaient des choses, les mettaient dans des camionnettes. Ils étaient nombreux, mais je n'ai pas vu si c'était des hommes ou des femmes. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient un logo comme ceux des agents spéciaux de la police fédérale, AFI. Comme je vous dis, ça a attiré mon attention, mais je ne me suis pas arrêtée pour regarder. Ils portaient des vêtements sombres, comme ceux de la police. Des fois c'est noir, des fois c'est bleu marine. Mais comme il faisait nuit, on voyait juste qu'ils avaient des vêtements foncés et aussi le logo AFI. Il y en avait qui portaient une cagoule ou une casquette. Alors c'est très difficile de voir qui c'était. Ces témoignages posent plusieurs questions. Qui aurait gardé les 3 otages entre le 8 décembre à 10h30 du matin et le 9 décembre à 7h du matin? 20 heures pendant lesquelles Florence Cassé et Israël Vallarta étaient entre les mains de la police. Et pourquoi des agents de la police fédérale réaménageaient-ils le ranch à la tombée de la nuit? Auraient-ils fabriqué les décors pour le tournage de l'arrestation du lendemain? Les déclarations des victimes posent aussi question. Ézéchiel Forès reconnaît la voix d'une femme cagoulée au fort accent français. Il l'accuse de lui avoir fait une piqûre anesthésiante afin de lui amputer le doigt et obtenir une rançon. Les expertises médicales certifient pourtant que cette trace est une tache de naissance. Quant aux 2 autres victimes, Christina et son fils, âgés de 10 ans, ils déclarent face caméra ne pas reconnaître la voix de Florence Cassé et ils ajoutent qu'ils étaient détenus dans un autre lieu. Le 8 février 2006, Christina est emmenée par des agents du ministère public dans une maison située dans un quartier périphérique de Mexico, à des dizaines de kilomètres du ranch. C'est l'habitation de la sœur d'Israël Vallarta, Lupita. Lors de cette visite, Christina reconnaît les canapés du salon, les toilettes et la chambre aménagée où elle a été retenue avec son fils pendant plusieurs jours. La police découvre aussi des papiers d'identité appartenant à Ézéchiel Florès. Tous ces éléments tendent à prouver que les otages n'étaient pas détenus dans le ranch. 2 jours après cette perquisition, les 3 victimes sont expatriées par le gouvernement vers les États-Unis. C'est de San Diego, en Californie, que la mère et le fils se rétractent et accusent Florence Cassé. Fait étrange, Lupita, la sœur d'Israël Vallarta, n'a jamais été ni interrogée ni inquiétée par la police. L'instruction du procès de Florence va durer 2 ans et demi. S'appuyant sur les multiples infractions juridiques et les témoignages en faveur de Florence, son avocat de l'époque est sûr de gagner. Il demande à la jeune femme de ne plus parler aux médias. J'ai pas pensé une seconde qu'en fait ça allait être terrible et que j'allais tomber dans une dépression terrible, que le fait de me taire c'était me demander de mourir à petit feu. J'ai passé 2 ans et demi en attente de ce jugement, en croyant que j'allais sortir libre, en croyant qu'au bout de ces 2 ans et demi de silence allait être une libération et qu'après j'allais pouvoir crier mon innocence et l'injustice qu'on m'avait fait subir pendant 2 ans et demi. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. On croit et on est persuadé qu'elle va sortir. Et tout son entourage, que ce soit dans le milieu carcéral, que ce soit au niveau du consulat, même la juge qu'on rencontre quelque temps avant le jugement ne nous dit pas que tout va bien se passer, mais on était confiants.
On était confiants et on pensait qu'elle sortait. On nous laissait même entendre qu'il fallait lui prendre son billet d'avion pour rentrer. Parce qu'il n'y avait rien il n'y avait rien contre elle. Le 25 avril 2008, Florence Cassé est condamnée à 96 ans de prison pour les chefs d'accusation suivants: délinquance organisée, séquestration, port et possession d'armes. Israël Vallarta, quant à lui, a disparu dans une prison de haute sécurité. Il n'est toujours pas jugé. Là, j'ai eu un choc émotionnel, un coup de colère, et comme aussi un réveil, un dur et douloureux réveil. Mais là, j'ai décidé, à partir de ce jour-là, de ne surtout plus me taire. Quand on a appris qu'elle avait pris 96 ans, à ce moment-là, on a demandé au président de la République de nous aider officiellement. Et on a été reçus quelques jours après. Et c'est à ce moment-là que Franck Berton est intervenu. Condamné à 96 ans, les parents, vous imaginez la détresse de cet homme et de cette femme qui arrivent voir un avocat français qu'ils n'avaient jamais rencontré, puisqu'il n'y avait pas d'avocat français préalablement à mon intervention, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que la France peut aider notre fille là-bas? Donc il nous a accompagnés à l'Élysée quelques jours après quand on a obtenu ce rendez-vous. Et c'est à partir de là que l'affaire, oui, est devenue certainement politique. Moi, je me souviens d'une conversation avec Florence tout de suite dans la foulée où elle me dit « j'ai besoin de vous ». On a eu un échange téléphonique et c'est les premiers échanges que j'ai avec Florence à l'autre bout du monde. Je ne l'avais jamais vue, même pas de photos, parce qu'encore une fois, les médias avaient été assez timorés sur l'histoire Cassé. Et elle a crié au secours en disant donnez-moi un coup de main là-bas en France parce que personne ne connaît mon histoire, personne ne sait ce qui s'est passé, personne ne sait de quoi je suis accusé, venez au secours. Franck Berton prend immédiatement l'avion et va voir Florence en prison. Sur place, il contacte un avocat mexicain francophone, Agustín Acosta. Les deux avocats n'ont que 15 jours pour déposer un recours en appel et étudier les 14 tomes du dossier rédigé en espagnol. Comme tous les Mexicains, j'ai allumé mon appareil de télévision le 9 décembre 2005 et comme tout le monde, j'ai vu les images à la télé. Ce sont des images d'une grande puissance puisque ce qu'on voyait, c'était la police qui faisait un raid sur une maison où il y avait des personnes séquestrées. Ça donnait une image d'une efficacité du travail de la police. Et en plus, quand j'ai vu ces images, étant avocat, je me suis dit, ces personnes n'auront plus une défense possible, puisqu'ils ont été pris in flagrantia. Quelques mois plus tard, j'ai su que ces images étaient un faux. Cela est gravissime, parce que ça veut dire que la police et le parquet ont commencé ce dossier par la construction d'un mensonge. Il n'y a pas d'audience en appel. Il n'y a pas de débat contradictoire. Florence ne va jamais voir son juge d'appel. Les avocats ne plaident pas. Nous ne pouvons pas interroger des témoins ou de prétendues victimes. Nous avions des tas de questions avec Agustín à poser, par exemple à Christina, à son fils, à Ézéchiel. Tout ça n'a pas été possible. Le juge d'appel est seul dans son bureau. Il est accompagné tout simplement de son dossier, des écritures déposées par la défense, des écritures déposées par l'accusation, et il réfléchit et prend sa décision. Il va en effet prendre sa décision plusieurs mois après que je l'ai rencontré avec Agustín Acosta, et il va condamner Florence à 60 ans de prison. Et là, autant vous dire que c'est un séisme. À ce moment-là, quand Florence est condamnée à 60 ans d'emprisonnement, 2 ou 3 jours avant l'arrivée du président Sarkozy au Mexique en visite officielle, il est évident que la défense, que Florence, que ses parents considèrent qu'il s'agit d'une provocation de la justice, mais aussi des politiques mexicains à l'égard de Florence Cassé, mais surtout de l'État français.